Ces événements soulèvent des interrogations fondamentales. Assistons-nous à une recomposition irréversible des alliances régionales? Au-delà de la vulnérabilité sécuritaire des monarchies, ce sont les divisions internes au monde musulman qui éclatent au grand jour, redéfinissant l'avenir du rapport de force avec Téhéran. Le Golfe Persique n'est plus seulement un réservoir énergétique mondial, il est devenu l'épicentre d'une recomposition géopolitique brutale où se joue la fin de l'hégémonie sécuritaire américaine au profit d'une autonomie iranienne affirmée. Pour décrypter ces enjeux complexes et comprendre si un nouvel ordre régional est en train de naître, nous avons le plaisir de recevoir Fathia Dazi Eni, politologue et spécialiste reconnue des monarchies de la péninsule arabique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Entrons directement dans le vif du sujet. L'Iran semble avoir franchi un seuil psychologique et technique avec ses récentes opérations. Fathia Dazi Eni, pourquoi l'Iran a-t-il choisi de cibler à la fois des bases militaires américaines et des infrastructures énergétiques dans les pays du Golfe? S'agit-il d'une stratégie de dissuasion globale ou d'un message politique différencié adressé à plusieurs acteurs? Alors, c'est une très bonne question. L'Iran avait averti à plusieurs reprises, et ce, malgré le climat de désescalade qui avait été entamé après la période post-Covid entre les monarchies et l'Iran, et notamment entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Arabie saoudite et l'Iran, le rapprochement a été le plus symbolique sous les auspices de la Chine. Souvenez-vous, le 10 mars 2023, la Chine est un petit peu le parrain de la renormalisation des relations irano-saoudiennes après 7 ans d'interruption suite à des événements au début de l'année 2016 où à Téhéran et à Machhad, il y avait eu le saccage de l'ambassade de l'Arabie saoudite et de son consulat par des manifestants suite à, vous savez, cette vague de répression qui avait cours en Arabie saoudite lorsque Mohammed Ben Salman, le jeune prince héritier, arrive au pouvoir. Il n'était pas encore prince héritier à l'époque, mais il s'annonce comme l'homme fort et il organise une répression qui ne touche pas simplement des chiites saoudiens, mais tout dissident, toute personne manifestant son opposition au programme de Mohammed Ben Salman. Et il y avait un dignitaire chiite qui s'appelait Cheikh Namar al-Namar, qui était très proche des autorités iraniennes et qui avait été condamné à mort. Et donc, à la suite de ça, donc, il y a eu, avec bien entendu tout le contexte de rivalité et de tension entre l'Iran et l'Arabie à cette époque, donc une rupture diplomatique à la demande de l'Arabie. Donc, suite à ça, une normalisation, etc. Mais cette désescalade, à chaque fois, suite à la réélection du président Trump lors de son deuxième mandat, donc récemment, les Iraniens qui continuaient à discuter avec les Saoudiens et tous les autres monarques de la péninsule, disaient si jamais les États-Unis et Israël engagent un conflit continu, vous serez les premières cibles parce que vous abritez des bases militaires américaines à partir desquelles s'organiseront fortement toute la logistique et toutes les attaques contre notre pays. Donc, vous êtes prévenus, si un conflit est déclenché par les États-Unis et Israël, vous serez les premières victimes. Donc, alors, les monarchies du Golfe, de leur côté, en tout cas l'Arabie saoudite et l'ensemble des monarchies du Golfe, avaient absolument assuré la parole aux Iraniens, aux autorités iraniennes, qu'ils n'autoriseront pas l'accès de leur base par les Américains si jamais un conflit était déclenché, conflit qu'elles feraient tout pour éviter. Ce qu'elles ont fait, vraiment, ce qu'elles ont cessé de faire, ce conflit s'est engagé vraiment malgré elles, et donc elles le subissent. Et aujourd'hui, on voit bien que ces monarchies, au-delà
des frappes contre des bases militaires sont la cible de frappes sur des sites stratégiques civils et des infrastructures très critiques. Et ça, c'est quelque chose que les monarchies ne comprennent pas du tout. Et d'ailleurs, elles estiment qu'elles sont injustement prises pour cible et que leur souveraineté est attaquée par l'Iran. Les Émirats arabes unis ont été les plus ciblés par les frappes iraniennes, notamment dans des sites critiques, leurs raffineries de pétrole. Ça a été le cas aussi pour le Koweït et pour l'Arabie. Et puis, bien sûr, le Bahreïn. Mais les Émirats ont, la fédération à elle seule a concentré plus de 45% des frappes, de toutes les frappes que l'Iran a exécutées durant ces 40 jours de guerre. Donc beaucoup plus qu'Israël et que les autres monarchies. Et donc les Émirats arabes unis sont les plus radicaux dans leur condamnation vis-à-vis de l'Iran, en disant que ce sont des représailles, enfin ce sont des frappes illégales, c'est une guerre illégale qui est déclarée contre les Émirats et les autres monarchies de la part de l'Iran, sans dire que finalement, alors que les autres monarchies ont bien dit que la guerre engagée par Israël et les États-Unis contre l'Iran était illégale. Les Émirats arabes unis, eux, ciblent surtout l'illégalité sur les frappes iraniennes contre la fédération. Mais les Émirats aussi étaient évidemment hostiles à cette guerre parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient surexposés. Et si l'Iran a ciblé en particulier les Émirats, c'est surtout parce que les Émirats ont fait le choix de coopérer et d'avoir une coopération militaire et sécuritaire et de renseignement extrêmement importante avec Israël. C'est clair. Très clairement, ça que l'Iran a choisi de punir. Et pareil pour le Bahreïn. Le Bahreïn, en plus de ça, le Bahreïn, bien sûr, accueille sur sa base navale à Manama la 5e flotte américaine. Et dès le début de la guerre, l'Iran, très dur, parce qu'ils ont réussi à mettre hors d'état de marche un des radars les plus chers de ces bases américaines et à partir desquels ils peuvent détecter les rampes de lancement de missiles depuis l'Iran. Ça a été un coup dur. C'est-à-dire que l'Amérique naviguait à vue à partir de là. Pareil, un radar très important, dont j'ai oublié le nom, en Jordanie, dans une base américaine en Jordanie, qui permettait de détecter toutes les rampes de missiles qui partaient depuis l'Iran. Donc là, à partir de là, les États-Unis livrent une guerre un peu à l'aveugle. Donc, évidemment, ils ont des forces de frappe avec les Israéliens, de bombardiers, qui font que l'Iran, depuis, a été dévasté. Oui. Ces frappes peuvent-elles, selon vous, accentuer les divisions ethniques, confessionnelles et idéologiques au sein du monde musulman, notamment entre blocs sunnites et chiites? Alors, c'est une lecture que je ne fais pas du tout, cette lecture comme ça, sunnite versus chiite. Je trouve que c'est une grille de lecture déjà dépassée depuis assez longtemps. Et ce n'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est comment cette région, la péninsule arabique, le golfe Persique, avec l'Iran, étendu à l'Iran et à l'Irak, peuvent cohabiter, peuvent essayer, on peut imaginer, comment peut-on imaginer une architecture de sécurité qui ne soit pas comme ça, à chaque fois le sujet de tension et l'objet de guerre, puisque là, il s'agit quand même de la 3e guerre du Golfe. Quand je dis 3e guerre, je nommais pas non plus la guerre contre l'Irak en 2003, mais la guerre contre l'Irak, l'invasion américaine en Irak en 2003, n'avait pas, si vous voulez, eu des conséquences globales dans la région, comme, en tout cas sur le plan militaire. Sur le plan sur le plan géopolitique, oui, l'invasion américaine en Irak a eu des conséquences dans toute la région. Mais en termes militaires, je dirais qu'il y a eu 3 guerres. La première ayant été la guerre Irak-Iran,
Oui. qui a été une longue guerre de 8 ans où justement les Iraniens ont pu être aguerris à des guerres d'attrition de très longue durée, et la résilience de l'appareil militaire sécuritaire iranien. La deuxième guerre, c'est bien sûr la guerre de libération du Koweït, en 1991, suite à l'invasion du Koweït par l'Irak. Et donc, 2003, c'est une conséquence de cette deuxième guerre. Et là, nous avons cette troisième guerre qui est de loin la plus, celle qui a des conséquences non seulement les plus importantes sur le plan régional, mais à l'échelle mondiale. Puisque pour la première fois, quand même, ce conflit permet à l'Iran de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, une des voies de navigation maritime les plus stratégiques et les plus importantes au monde. Pour les guerres précédentes, il y a eu à chaque fois des perturbations, mais jamais de blocage et de contrôle. Là, l'Iran crée un précédent. Et en plus de ça, l'Iran, en prenant le contrôle des voies de passage du détroit d'Ormuz, impose à l'Amérique, notamment, quelque chose que, visiblement, les États-Unis ne s'étaient pas du tout préparés à affronter au cours de cette guerre. Alors que dans les scénarios de guerre, ils auraient dû, bien entendu, imaginer un tel scénario. Après toutes ces années de menaces par l'Iran de bloquer le détroit d'Ormuz, c'est dire si cette guerre a été très, très mal préparée par les Américains. Et qui se sont précipités aux côtés des Israéliens pour engager cette guerre, alors même qu'il y avait des négociations qui se déroulaient pour essayer de trouver un accord sur le nucléaire. Aujourd'hui, de quoi on parle dans ces négociations de paix entre l'Iran et les États-Unis? Du déblocage du détroit d'Ormuz. Alors, bien sûr, il y a aussi la question des missiles, du nucléaire, de l'uranium enrichi, mais ça apporte un atout supplémentaire à l'Iran, que les États-Unis, finalement, ont repris à leur compte, puisqu'ils ont organisé de manière unilatérale et tout aussi illégale que la prise par Téhéran du détroit d'Ormuz, un contre-blocus qui bloque toute la navigation mondiale dans ce détroit, en interdisant, en bloquant les ports iraniens et en bloquant tout passage de navires. Donc, ils ont organisé ce contre-blocus et on arrive à une impasse totale parce que ces belligérants ont des points de vue diamétralement opposés et personne ne veut céder devant eux. Une sorte de jeu de dupes. Et pendant ce temps-là, les grandes absences de ce conflit qui payent très cher, justement, ce conflit, ce sont les monarchies du Golfe. Elles sont absentes, totalement absentes de ces négociations, de tout ce qui va se jouer à l'issue du conflit. C'est quand même quelque chose d'extrêmement frappant. Non seulement elles sont les victimes collatérales de ce conflit direct qu'elles sont toutes faites pour éviter, mais en plus de ça, elles se trouvent totalement exclues du jeu des recompositions de ce culturel. Donc, évidemment, elles ne sont pas totalement inactives, mais elles ne font pas partie des négociations. Il y a les États-Unis, il y a l'Iran, il y a le Pakistan qui joue la médiation, et derrière, il y a l'ombre d'Israël qui plane sur ces négociations de manière omniprésente, alors que les pays du Golfe ne comptent pour rien. Ce sont des spectateurs du conflit, alors qu'ils sont première de ce conflit. Première, quand je dis première, on a vu, il y a l'Iran qui est dévasté, et de l'autre côté, effectivement, Israël. Mais après tout, Israël a engagé cette guerre. Mais justement, je disais justement, au-delà de la réponse militaire, l'Iran ne cherche-t-il pas avant tout à démontrer que le parapluie américain est devenu poreux? Est devenu pour eux. Ah, pardon. J'attendais, je croyais que vous aviez dit pour eux. Pour eux. Ah oui, non, mais, oui, absolument. Mais l'Iran, justement, dit depuis le début, et bien avant le conflit, que ces bases militaires que les monarchies du Golfe abritent chez elles sont devenues un poids et une très grosse vulnérabilité pour leur sécurité, absolument. Et il est vrai que
les monarchies du Golfe font le constat que les États-Unis ne les ont pas protégés, que le matériel, l'équipement a surtout été destiné à protéger Israël, et que donc, finalement, le seul allié dans la région des États-Unis, c'est Israël, et elles, ce sont les alliés de seconde zone, finalement. Alors, c'est vrai que dans leur rhétorique, tous les monarques du Golfe disent heureusement qu'on avait ces batteries antimissiles américaines, qui se sont avérées effectivement efficaces, en tout cas pour contrer les nombreuses frappes de missiles. Il y a très peu de missiles qui ont réussi à échouer quand même. Ce sont surtout les frappes de drones qui ont été dévastatrices. Et là, c'est vrai que les super batteries antimissiles américaines qui valent des fortunes, qui valent des centaines de millions de dollars, ne sont pas équipées, si vous voulez, elles ne sont pas aptes à contrer des frappes de drones, parce que les drones volent trop bas, si vous voulez. Et donc, c'est pourquoi on a vu un peu cette espèce de mise en scène de Zelensky venant dans le Golfe et offrant ses services et des partenariats de sécurité aux Émirats et en Arabie Saoudite, parce que c'est vrai que les Ukrainiens sont assez inventifs et en plus de 4 ans de guerre, sont quand même plus que résilients et résistent quand même aux assauts incessant de la Russie depuis 4 ans et demi. Donc, et ça, avec des moyens du bord qui se sont avérés efficaces pour contrer justement les nombreuses frappes de drones d'origine iranienne en plus. Donc, c'est pourquoi il y a eu aussi cette... Alors, vous avez donc dans ce contexte les monarchies du Golfe, moi je dirais qu'il y a 2 blocs. Il y a la partie emmenée par l'Arabie Saoudite qui, elle, réfléchit effectivement à une architecture de sécurité d'une manière assez graduelle, un peu plus autonome, moins dépendante et en tout cas ne dépendant plus du seul monopole américain. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas l'Arabie Saoudite et l'ensemble des monarchies, à l'exception de la Fédération des Émirats arabes unis, qui, elle, une toute autre position, et qui fait que le Conseil de coopération du Golfe, qui, au début de la guerre, et notamment des pays comme le Koweït, qui ont été très durement frappés par l'Iran, alors même que le Koweït a toujours eu une diplomatie assez plutôt de très bon voisinage avec l'Iran, et qui, voilà, c'est vrai que ça, pour moi, ça a été un peu une surprise, le fait que le Koweït soit comme ça. Mais bon, c'est vrai que quand j'étudie de plus près, le Koweït accueille 5 bases américaines. C'est véritablement un protectorat américain. Et c'est ce que les Iraniens ont ciblé. Mais ils ont ciblé aussi des sites civils koweïtiens. Bon, les Koweïtiens disent encore, il faut qu'on mutualise nos forces et que l'on mette en commun tout notre package sécuritaire qui est considérable pour pouvoir s'organiser. Et ça, malheureusement, c'est pas possible parce que vous avez notamment la Fédération des Émirats arabes unis qui, ayant été la principale cible de frappe iranienne, excusez-moi, prône au contraire un renforcement de la coopération militaire et sécuritaire, non seulement avec les États-Unis, mais avec Israël. Donc, vous avez vraiment des Émirats arabes unis qui sont totalement décomplexés en la matière et qui considèrent que, oui, que le régime iranien est totalement à abattre. C'est les seuls à avoir un narratif aussi radical. Et personnellement, je trouve qu'ils prennent quand même beaucoup de risques parce que on voit bien qu'un président Trump ne peut pas s'enliser encore des semaines et des semaines dans un conflit face à l'Iran, parce qu'il y a les élections du midterm, mais visiblement, Trump est en difficulté, et en plus de ça, la majorité de la population américaine est contre cette guerre. Donc, est-ce que Trump
ne va pas finalement finir par s'entendre avec les Iraniens. Il y aura des concessions de part et d'autre, les Iraniens devront en faire, ça c'est sûr, mais les Américains aussi ne peuvent pas rester dans cette position comme ça, maximaliste de continuer à faire ce contre-blocus, puisque les Iraniens demandent à ce qu'il y ait ce déblocage de contre-blocus américain pour pouvoir continuer à négocier. Donc, il est possible qu'ils trouvent un arrangement et que cet arrangement fasse que le régime iranien, même s'il a pris beaucoup de coups, bien entendu, il se maintient. Et donc, risque de rester quand même pour un pays, en tout cas pour la Fédération des Émirats arabes unis, un voisin plus qu'encombrant, mais très nuisible, et capable de sorte de harcèlement lancinant, tacite et continu contre les Émirats arabes unis. Donc, c'est vrai que c'est quand même un très gros risque que prennent aujourd'hui les dirigeants de la Fédération des Émirats arabes unis. Et en tout cas, le président de la fédération est Émir Dawoudi, qui est l'artisan de cette position. Je pense que beaucoup d'autres Émirats ne sont pas sur cette ligne, mais évidemment s'alignent pour le moment derrière. Donc, à mon avis, sur le moyen long terme, on peut voir aussi des conséquences politiques aux Émirats arabes unis dans l'équilibre de cette fédération, parce que cette position radicale, sauf à parier sur un succès total des États-Unis et d'Israël, mais je suis désolée, après 5 ans, après 5 semaines de guerre, on ne voit pas ce succès total. Et donc, on voit que l'Iran est très résilient, même si l'Iran, a posteriori de cette guerre, l'Iran est résilient tant qu'il y a la guerre. Mais après la guerre, ça risque d'être compliqué aussi pour ce régime iranien en interne. Mais bon, moi, ça me paraît quand même un peu compliqué pour les Iraniens de démanteler un appareil coercitif aussi solide que celui auquel on a affaire en Iran. Donc, ça risque... voilà. Je ne suis pas une spécialiste de l'Iran, mais à lire des bons spécialistes comme Vali Nasser, Bernard Picard, etc., je comprends que ça risque de prendre du temps quand même. Mais in fine, il y aura certainement une transition en Iran et par les Iraniens. Merci. Pas à l'initiative des Américains ou des Israéliens. Donc, voilà. Et les Saoudiens qui prônent une autonomie de défense relative, mais bien sûr toujours un partenariat important avec les Américains, parce que vous savez, 90% des armements, des équipements sont américains dans cette région. Donc c'est très compliqué de se débarrasser de ces équipements qui, en plus de ça, ont donné pleinement satisfaction. Hein, si vous voulez. Mais il est hors de question en dehors des Émirats arabes unis, en tout cas pour les autres monarchies, de ne défendre que des États-Unis. Parce que ça n'est pas un allié fiable et ils ont été extrêmement choqués par le fait de ne pas être protégés, comme c'était le contrat, par les États-Unis. Et ils savent aujourd'hui, en tout cas, avec cette guerre, il y a d'autres contraintes géostratégiques. Non seulement la menace iranienne, qui est une menace encore, qui est avec toutes ces représailles et ces attaques quand même très vives, et dans l'imaginaire collectif des populations, il y a eu beaucoup de chocs. Donc, il ne faut pas sous-estimer le fait que l'Iran constitue encore aujourd'hui, dans l'immédiat, la menace la plus importante. Mais à côté de ça, vous avez également l'hégémon militaire israélien qui est considéré comme une menace, en tout cas par l'Arabie saoudite. C'est clairement dit. Et le Qatar et le sultanat d'Oman sont sur la ligne saoudienne. Donc, vous avez vraiment deux perceptions différentes de ce que doit être l'ordre régional sécuritaire. Certains analystes, justement, opposent la dépendance sécuritaire des pays du Golfe à l'Occident à l'autonomie stratégique développée par l'Iran malgré des décennies de sanctions. Cette lecture vous semble-t-elle pertinente ou simplificatrice ?
Ben non, en fin de compte, les Iraniens, malgré toutes les sanctions dont ils ont été victimes, enfin, depuis l'établissement de la République islamique en 79, les Iraniens Mhm. n'ont pas le droit d'acheter des armes conventionnelles, hein. Donc ils se sont débrouillés, et d'où, si vous voulez, le développement de tout cet arsenal non conventionnel, balistique, etc. euh, Parallèlement à l'installation de bases militaires. Partout où vous regardez une carte, l'Iran dit qu'il est encerclé par la présence militaire américaine, ce qui n'est pas Mhm. faux, hein. Euh, En même temps, ce que les monarchies aujourd'hui reprochent beaucoup à l'Iran, c'est qu'elles ont fait cet effort quand même avec l'aide des Chinois, hein, c'est vrai, de se rapprocher de Mhm. Téhéran pour essayer d'engager un dialogue critique et au moins essayer d'engager des mesures minimales de confiance. Et là aussi, les monarchies se sentent trahies parce qu'elles estiment qu'elles ont respecté leurs paroles, en tout cas les Saoudiens l'ont respecté en ne permettant pas aux États-Unis effectivement d'utiliser leur base. Les Émiratis, je crois à la 3e semaine du conflit, ont commencé à laisser l'utilisation de leur base suite à toutes ces attaques qu'ils Oui. subissaient, hein. Et quand pardon, les, est-ce que on peut interrompre 2 minutes? Oui, on fera un montage, ne vous inquiétez pas. D'accord, je reviens, j'ai de décrocher. Allez-y, je vous Alors, je en ne sais prie. plus ce que je disais, je ne sais plus. J'ai On perdu le était, fil. on était sur l'idée que justement la stratégie de développement de l'Iran, malgré les décennies de sanctions, face à justement la dépendance sécuritaire des pays du Golfe. Et vous disiez justement, ça fait 40 ans que les sanctions sont là et qu'ils ont adopté d'autres stratégies justement pour résister, cette résilience. Oui, tout à fait. Donc, ils ont été forcés ils se sont sentis effectivement obligés de développer des armes non conventionnelles à cause de la politique de sanctions et de la présence de toutes ces bases militaires dans les monarchies du Golfe, mais également en Irak, en Jordanie, également un petit peu en Asie centrale. Donc, ils ont été obligés de développer tout cet arsenal, hein. Mais face à cela, lorsque les monarchies du Golfe ont finalement, elles aussi, compris que finalement, diaboliser l'Iran, c'était pas quelque chose de très constructif dans la région, hein, puisque l'Iran n'avait fait que progresser en développant ces fameux proxys, hein. C'était ça surtout l'arme de dissuasion de l'Iran, c'est d'avoir des proxys comme Hezbollah, les milices chiites irakiennes, pro-iraniennes, également avec les Houthis, hein, du Yémen, qui sont des alliés politiques, même si moi je ne mets pas les Houthis au même plan que les milices chiites irakiennes, pro-iraniennes et le Hezbollah. Il n'empêche que c'est tout un faisceau et un réseau d'alliés régionaux qui font partie de la stratégie d'influence de l'Iran dans la région et qui ont beaucoup, plus même que le développement de l'arme nucléaire, gêné les monarchies du Golfe. Et d'ailleurs, les monarchies du Golfe ont toujours été frustrées par le fait que les pays qui négociaient, donc les pays occidentaux plus la Chine, la Russie, euh, les P5+1, hein, qui négociaient avec l'Iran sur le dossier nucléaire, n'aient jamais pris en compte les demandes des pays du Golfe qui, elles, en plus de ça, demandaient à faire partie des négociations en tant que voisins, ont toujours finalement été exclus des négociations sécuritaires qui les concernaient au premier chef. Et on voit que ça continue aujourd'hui avec cette guerre, comme je le disais tout à l'heure, hein, où elles sont les grandes absentes de toutes les négociations stratégiques qui sont en train de se dérouler et qui, finalement, euh, eh bien, constitueront, si vous voulez, à la suite
des arrangements qui se font par ces négociations, eh bien, sans ces monarchies. Mm. Ce sont ces doubles frustrations, finalement. Mm. Ce sont des pays qui subissent l'action, qui subissent leurs alliés, qui subissent leurs ennemis, leurs rivaux, et qui ne parviennent pas, entre elles, en plus de ça, à se mettre d'accord sur une même perception de la menace et une même évaluation de ce que doit être la sécurité régionale. Donc c'est quand même assez terrible, parce que finalement, ce Conseil de coopération du Golfe, eh bien, lui aussi, il est né en 1981, donc il a plus d'une quarantaine d'années, hein, 45 ans. C'est avéré pas du tout efficace et pertinent même pour développer une Stratégie. stratégie sécuritaire et qui soit à peu près cohérente. Justement, est-ce qu'on peut dire que les pays du Golfe paient aujourd'hui le prix d'une stratégie de défense qui a trop longtemps privilégié l'achat d'équipements sur étagère plutôt que la formation d'une doctrine de défense indigène? Oui, mais vous savez, c'est lié aussi à l'histoire de ces monarchies. Contrairement aux autres grands États qui entourent ces monarchies, elles ne se sont pas bâties, si vous voulez, sur l'institution de l'armée, comme l'Irak, comme l'Iran, comme l'Égypte ou comme l'Algérie. Hein. Oui. Des pays qui ont où l'appareil militaire, sécuritaire est fondamental. Elles se sont plutôt construites autour de ces tribus qui sont devenues des dynasties régnantes. Alors pour l'ensemble des pays riverains du Golfe Persique, les petites monarchies, je dirais, eh bien, ça s'est fait grâce aux traités de protection britanniques. Ce sont ces traités de protection qui, contre la protection de ces chefs tribaux, ont dynastisé, si vous voulez, ces chefs tribaux en dynastie héréditaire. Il n'y a que l'Arabie saoudite qui s'est construit un petit peu sur le modèle des États européens par la guerre, mais aussi par le message islamique, wahhabite, pour unifier un petit peu au fur et à mesure où le fondateur du royaume moderne d'Arabie saoudite, à savoir le grand-père de Mohammed bin Salman, Ibn Saoud, eh bien, arrivait à conquérir des provinces dans ce vaste territoire qu'était l'Arabie, il a été jusqu'à la frontière irakienne, puisque ce sont les Anglais qui l'ont bloqué, en disant là, c'est plus possible, ce sont des frontières internationales. Donc, parce que Ibn Saoud, allié de ces troupes d'élite, les Irwan, qui étaient donc des bédouins issus de tribus donc bédouines qui ont été sédentarisées via, en plus de ça, le message messianique wahhabite. C'était des guerriers, mais des zélateurs aussi de la doctrine wahhabite pour unifier le royaume. Eh bien, eux étaient pour un État islamique qui n'avait pas de frontières. Puisque là où les musulmans sont, eh bien, l'État islamique doit aller, si vous voulez. Et c'est Ibn Saoud qui a compris qu'il y avait des frontières internationales, qu'il y avait une altérité, et qu'il fallait composer avec les Britanniques, mais aussi avec les Ottomans, qui a stoppé net cela, cette entreprise. Mais donc, c'est comme ça, autour de ces tribus, que s'est constitué un appareil coercitif, autour de gardes nationales prétoriennes, si vous voulez, pour plus préserver ces dynasties régnantes qu'un territoire et qu'une souveraineté. Donc, vous voyez, il faut retourner un petit peu à la construction de ces États pour comprendre pourquoi ces États n'ont pas d'armée en tant que telle. Et que c'est vrai que c'est la géopolitique, les contraintes géopolitiques qui font que il a fallu, vous savez, construire toute une doctrine militaire de défense, etc. Eh bien, en achetant les équipements et le savoir-faire occidental, ils ont acheté, si vous voulez, sur étagère, les doctrines occidentales. Donc, c'est pas du tout comme en Iran, où finalement, notamment les gardiens de la Révolution, qui sont aujourd'hui les nouveaux maîtres de Téhéran, eh bien, se sont construits à travers la guerre Irak-Iran. C'est
c'était la guerre idéologique. Ce sont voilà, des gardiens de la Révolution, ce sont des guerriers un peu idéologiques et qui, au fil du temps, ont construit de plus en plus, parallèlement à l'armée régulière, hein, pas, eh bien, une doctrine, et puis parallèlement, bien entendu, à toutes les contraintes stratégiques lorsque la République islamique a été créée. Ce qui n'est pas du tout la même histoire que pour les monarchies, si vous voulez. Mais bien sûr qu'elles sont parfaitement conscientes de leur vulnérabilité. Alors, vous avez les Émirats arabes unis, dont souvent d'ailleurs des officiers américains, je ne sais pas si c'était pour vanter les Émirats afin qu'on leur achète un peu plus de matériel, bon, toujours ont évoqué l'armée émiratie qui existe en tant que telle depuis peu de temps, depuis 1997 en tant qu'armée fédérale, comme une sorte de Sparte. Bon, Sparte, c'est voilà, on a vu ce qu'a donné la Sparte au Yémen, et aujourd'hui, voilà, hein, c'est très clairement, même s'ils ont une armée peut-être un peu mieux entraînée que les autres, ça reste une armée totalement dépendante des équipements, notamment militaires occidentaux et autres, parce que c'est vrai qu'il y a une diversification des équipements, même de la part de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, on voit que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, clairement, mise beaucoup plus sur une volonté d'autonomisation à la turque. Mais évidemment, pour arriver au modèle turc, il faudra des décennies et des décennies. Mais n'empêche qu'ils vont vers cela. Ils iront vers cela, très clairement. Et ils mettent au premier plan aujourd'hui des partenariats stratégiques et militaires avec le Pakistan, avec la Turquie, avec aussi l'Égypte, en plus, bien sûr, de leur partenariat militaire avec les Occidentaux et avec les États-Unis, hein, c'est évident. Mais ça ira, je pense que cette dépendance des États-Unis ira petit à petit en décroissant. Mais il est évident que, voilà, l'historique de ces monarchies, leur vulnérabilité stratégique font que ceci explique leur vulnérabilité encore actuelle. Justement, si la protection américaine est remise en question, le regard de Riyad ou d'Abu Dhabi semble se tourner vers d'autres horizons, comme vous le disiez, tout en révélant des fissures internes au sein du Conseil de coopération du Golfe. Dans ce contexte, les pays du Golfe pourraient-ils être amenés à se tourner davantage vers d'autres puissances comme la Chine ou la Russie? Observe-t-on déjà des signes concrets de ce basculement? C'est déjà le cas, hein, notamment de la part des Émirats et de l'Arabie Saoudite. Et puis, vous avez oublié l'Inde. Hein. L'Inde est un partenaire sécuritaire fondamental, notamment pour les Émirats arabes unis, mais pas seulement. Donc, il y a eu une diversification des partenariats depuis la moitié des années 2010, hein, c'est très clair. Le maître mot, c'est la diversification industrielle, économique et technologique. Et c'est pourquoi et la Chine a joué un rôle fondamental dans tout ce qui est développement numérique, vraiment la digitalisation de l'économie, comment dire, la 5G, c'est la Chine. Hein. Voilà, c'est arrivé avant les États-Unis. Hein. Et donc, la numérisation s'est faite d'abord avec la Chine, avant même les États-Unis. Hein. Alors, les États-Unis ont effectivement une IA avec OpenAI, Microsoft, etc. Ils ont des géants qui sont incomparables. Hein. Mais il est évident que les monarchies du Golfe, leur maître mot, c'était on ne veut pas choisir entre la Chine et les États-Unis. Même si les États-Unis ont, même sous Biden, mais de manière encore plus agressive sous Trump, on leur a sommé le fait de ne pas développer des technologies trop poussées avec la Chine, sinon les Américains se retiraient de tout partenariat stratégique et technologique. Et ça, les pays du Golfe ne peuvent pas se le permettre. Et d'ailleurs, un groupe qui appartient au frère du président de la Fédération, Sheikh Tahnoun, le fameux G42, qui est, si vous voulez, un groupe IA, cyber, etc., et qui avait développé une coopération technologique très, très poussée avec la Chine, a été sommé
par les États-Unis d'interrompre cette coopération. Alors, ils ont dit qu'ils l'avaient interrompu, mais en fait, ils continuent un peu. Mais il est clair que là, avec cette guerre, les Émirats, eux, non, parlent de cartes de diversification. Ça, ils ont l'habitude, les Émiratis. Ils ont toujours eu un petit peu ce double jeu de dire on est des pacificateurs, alors qu'ils avaient une politique extrêmement interventionniste et en plus de ça, ils ont militarisé leur politique étrangère malgré leur déni quand même encore assez, entre guillemets, remarquable sur ce qu'ils font au Soudan, etc., alors qu'il y a des preuves matérielles intangibles. Donc, il y a toujours eu ce double discours. Mais là, très clairement, les Émirats arabes unis assument complètement une coopération, en tout cas sur le plan sécuritaire, très axée sur Israël, les États-Unis et l'Inde, dont le Premier ministre Modi s'est considérablement rapproché aussi d'Israël et a plutôt abandonné la traditionnelle politique de neutralité de l'Inde. C'est pourquoi le Pakistan a pris cette place aussi importante en tant que médiateur entre les États-Unis et l'Iran, puisque l'Inde n'a plus cette capacité à jouer ce rôle. Pourtant, l'Inde a une bonne relation avec l'Iran, avec la Russie, mais en s'alignant clairement sur Israël, c'est clair que cette politique de neutralité est révolue. Et d'ailleurs, en Inde, c'est des critiques très très fortes contre Modi sont portées, parce que toute la politique extérieure de l'Inde, depuis la Deuxième Guerre mondiale, était vraiment la neutralité stratégique. Donc, les pays du Golfe vont continuer, bien sûr, à prôner la diversification, mais je pense que le Conseil de coopération du Golfe, qui depuis sa naissance n'a jamais réussi à avoir une perception régionale de la sécurité totalement uniforme, continuera à être divisé, notamment vu au contenu de la position des Émirats. Justement, on a observé des... Pardon. Oui, allez-y. Je disais justement, on a observé des positions divergentes entre les pays du Golfe, la prudence de l'Arabie Saoudite, la retenue du Qatar et du Koweït, posture plus ferme des Émirats, spécificité du Bahreïn et rôle médiateur d'Oman. Comment on interprète toutes ces différences? Alors, je nuancerai un petit peu votre typologie. Alors, je dirais que oui, l'Arabie Saoudite est prudente, mais l'Arabie Saoudite assume clairement aujourd'hui une autonomisation graduelle de l'ordre régional et de la sécurité régionale. Donc, l'Arabie Saoudite est, à mon avis, le pays pivot. Mais vous avez raison, il reste prudent, il ne veut pas du tout marquer une position hostile aux États-Unis, il ne peut pas se le permettre de toute façon, et donc, par contre, assume parfaitement le fait que la normalisation avec Israël n'est plus du tout d'actualité. En tout cas, tant qu'il y aura un tel gouvernement israélien suprémaciste qui dénie le droit aux Palestiniens d'avoir un État, ça sera quelque chose qui ne se fera pas. Et ça, les Saoudiens le disent très clairement. Le Qatar, non, le Qatar est totalement sur la ligne saoudienne. Le Qatar a même fait des déclarations pendant ces frappes intensives américano-israéliennes et les représailles iraniennes, en disant aux États-Unis, ça suffit vos provocations, ça suffit de taper sur des installations stratégiques iraniennes, parce que en retour, ce sont nous qui sommes directement frappés en représailles. Donc, laissez-nous tranquilles. On n'a pas voulu de cette guerre, ne nous infligez pas. Donc, c'est des positions très fortes. Effectivement, le Koweït est attentiste. Le Koweït en a tellement pris de la part de l'Iran et des milices chiites irakiennes qui sont prises en sandwich, sont totalement coincées. Et d'ailleurs, l'émir Mishal, qui est émir depuis début 2024,
à une ligne beaucoup plus autoritaire et un raidissement très autoritariste au sein du Koweït, qui fait qu'il s'est beaucoup aligné et sur Mohammed bin Salman et davantage sur la politique régionale des Émirats arabes unis. Donc, il apprenait une politique très agressive de déchéance de la nationalité au Koweït, qui fait qu'aujourd'hui, au Koweït, qui était un pays très pluraliste, où la presse était assez libre, etc., est totalement muselé. Et ce qui fait que les gens, aujourd'hui, ont très peur de s'exprimer, de peur de se voir déchoir de la nationalité, parce que c'est fait de manière totalement arbitraire. Donc, le Koweït est dans une situation quand même à un tournant. Mais en tout cas, ils sont attentistes, ils sont tétanisés par ce qui leur est arrivé, et donc attendent de voir comment les choses vont, parce qu'on ne sait pas encore, au sortir de cette guerre, comment sera la région. On ne sait pas. On ne sait, il n'y aura pas de réel gagnant, mais voilà, devant ces incertitudes, voilà, le Koweït est attentif. Le Bahreïn est entre deux. Il est aligné sur le narratif émirati très agressif vis-à-vis de l'Iran, et en même temps, le Bahreïn n'assume pas non plus la coopération renforcée avec Israël. En revanche, ils assument complètement une coopération renforcée avec les États-Unis. Mais ils disent aussi il serait bon qu'on mutualise nos forces. Donc, ils sont vraiment un petit peu entre eux. Et puis, vous avez le sultanat d'Oman, qui, alors, vous avez raison, c'est un médiateur traditionnel, mais là, la médiation du sultanat d'Oman est totalement marginalisée. Et en tout cas, ils se mettent, comment dire, un petit peu en marge, dans la mesure où eux disent nous ne faisons de médiation qu'en temps de paix. Donc, tant qu'il y a le conflit, c'est le Pakistan qui assure les pourparlers, et voilà, la médiation. Le sultanat d'Oman se réserve lorsqu'il y aura la paix. Parce que le sultanat d'Oman a été la monarchie la plus dure vis-à-vis des États-Unis, disant très clairement que ce sont les États-Unis qui les ont mis dans cette position. Donc, il y a vraiment une critique très, très acerbe vis-à-vis des États-Unis, assumée au plus haut niveau. Donc, vous voyez, vous avez toute une différenciation de position, mais très clairement, on peut diviser en deux blocs. La position saoudienne sur laquelle la plupart des monarchies sont plutôt soit s'alignent, soit s'accommodent, et la position émiratique qui est isolée, là, qui est vraiment isolée. Mais eux, c'est pourquoi je dis qu'ils font le pari le plus risqué, parce que visiblement, ils ont fait le pari que ce seraient les États-Unis et Israël qui sortiraient vainqueurs de ce conflit. Quant à la Chine, peut-elle réellement offrir une alternative sécuritaire ou se contenter d'un rôle de médiateur diplomatique ou partenaire commercial ? Alors, la Chine n'a jamais prétendu vouloir jouer un rôle de garant sécuritaire, et les monarchies du Golfe n'en attendent pas non plus, n'attendent rien de la Chine de ce point de vue-là. En revanche, là où la Chine gagne des points, c'est en tant que grande puissance responsable, hein, en faisant preuve de mesure, de patience stratégique, de modérateurs aussi, parce qu'ils doivent quand même essayer certainement de parler aux Iraniens. Alors, les monarchies du Golfe pensent que la Chine se lie du côté iranien, clairement. En revanche, bien sûr que la Chine, à l'issue de ce conflit, jouera un rôle, à mon avis, plus important mais pas en tant que voulant assumer, voilà, ce rôle sécuritaire, mais en tant que garant des principes de l'égalité internationale. Alors, tout dépendra de l'issue des négociations sur le détroit d'Ormuz. Hein, parce que si, effectivement, je vois mal comment on laisserait l'Iran, si vous voulez, créer un précédent, parce que ça serait dangereux. Hein. C'est vrai que ça serait, pourquoi pas, donc le Bab el-Mandeb et d'autres détroits
stratégique, le détroit de Malacca, par exemple, qui n'est pas loin de... Voilà. Donc, si les choses reviennent dans la légalité internationale, la Chine aura, à mon avis, un ascendant beaucoup plus. Et très clairement, les États-Unis ont vraiment énormément, sur le plan réputationnel, énormément perdu en termes même de puissance, hein, avec cette présidence Trump, hein, même si, évidemment, cette présidence n'aura qu'un temps. Hein, c'est pourquoi les monarchies, et notamment l'Arabie saoudite, quand même, restent très prudents et ménagent les États-Unis. Parce que pour eux, les États-Unis, c'est pas Trump. Oui. Même s'ils avaient parié sur ce président parce que Biden avait déçu, il n'empêche que la dernière année de mandat de Biden a vu les relations institutionnelles entre l'Arabie saoudite et les États-Unis considérablement progresser. Et je me souviens très bien, parce que j'avais fait un petit article pour le site 21 là-dessus, de la visite de Mohammed Ben Salman au mois de novembre 2025 aux États-Unis, où Mohammed Ben Salman, contrairement à Trump, parlait beaucoup de relations institutionnelles avec les États-Unis. C'était ça qu'il était venu chercher, plus que la relation interpersonnelle. Connaissant le personnage extrêmement imprévisible et transactionnel, alors évidemment, il a joué le jeu, hein, clairement, mais lui était venu rechercher eh bien, un accord de défense inscrit sur le marbre, donc marquant, si vous voulez, la relation institutionnelle sur laquelle les États-Unis étaient obligés de se conformer. Et c'est ce que, de toute façon, les monarchies du Golfe rechercheront après, ensuite, parce que se fier simplement à la parole d'un président, on a vu ce qu'a donné cet accord de défense plus qui a été signé entre les États-Unis et le Qatar après les frappes israéliennes sur Doha en septembre 2025. Qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Hein. Donc, c'est que la parole de quelqu'un qui s'engage, et puis libre à lui de s'engager, ou de la respecter ou pas. Ce qu'il recherche là, maintenant, c'est clairement une consolidation institutionnelle. Et, bien entendu, consolider les relations avec tous les autres partenaires émergents, les pays européens, parce que malheureusement, l'Union européenne, qui aurait pu, effectivement, parce qu'ils ont développé un partenariat géostratégique depuis 2022, hein, depuis que l'Europe, elle aussi, a subi donc, cette invasion russe en Ukraine, et donc est un acteur aussi qui subit, par rapport à cette crise énergétique, bien, les Européens se sont retournés effectivement vers leurs partenaires du Golfe en termes de sécurité énergétique. Mais là, c'est vrai que si l'Union européenne, par exemple, avait clairement sanctionné Israël en le menaçant, non pas, mais en suspendant l'accord d'association, là, ça aurait créé un précédent et ça aurait fait très très mal à Israël. Et là, l'Union européenne aurait été considérée comme un partenaire géostratégique extrêmement pertinent. Mais évidemment, tel n'a pas été le cas. Le moins qu'on puisse dire. Pour conclure, Fatia Dazi, Inni, essayons de regarder vers l'avenir. À moyen terme, les pays du Golfe ont-ils intérêt à privilégier une logique de confrontation avec l'Iran ou à explorer des formes de coopération régionale? Quels scénarios vous semblent les plus possibles? Oui, alors c'est une question tout à fait pertinente. Alors, vous voyez bien que les Émirats arabes unis semblent privilégier votre premier scénario, mais que l'ensemble des monarchies du Golfe, évidemment, considèrent qu'il faut continuer de parler à l'Iran. Hein. C'est clairement la ligne saoudienne. Hein. Oui. Et donc, il faut, parce que finalement, s'il y a un gagnant dans cette guerre, c'est la géographie. Hein. L'Iran restera le voisin éternel de ces pays. Hein. Et donc,
c'est un pays qui, malgré presque 50 ans de sanctions, s'est montré extrêmement résilient et prouve qu'il est parfaitement capable de tenir tête aux deux puissances militaires les plus impressionnantes au monde, à savoir les États-Unis et Israël. Israël grâce aux États-Unis, bien sûr. Mais c'est quand même, en 5 semaines de guerre, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et ce, malgré toutes ces politiques de sanctions et les souffrances que subit l'Iran. Donc, l'Iran, qui a plus d'ingénieurs, sort plus d'ingénieurs par an que l'Union européenne, je veux dire paradoxalement et comparativement, est amené à être un pays qui, lorsqu'elle sortira des sanctions, sera une vraie puissance technologique. Donc, bien entendu, l'Iran, c'est un pays avec lequel il faudra parler et il faudra évoquer la sécurité régionale, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que les Saoudiens ont compris, parce que malgré le fait que ces représailles iraniennes contre les monarchies est un vrai choc et a vraiment rompu totalement le minimum de confiance qu'il y avait, eh bien, la réalité sur le terrain est que l'Iran est amené à être à terme une puissance technologique et une puissance régionale, à revenir dans le jeu. Et qu'à côté de ça, il y a Israël qui maintient aujourd'hui une politique maximaliste, mais à terme, ils ne vont pas faire des guerres éternelles, à moins que ce soit leur objectif, mais ce n'est pas tenable, ce n'est pas viable à long terme, ce n'est pas possible, parce que même les États-Unis commencent à se lasser. Sans l'appui des États-Unis, on ne voit pas comment Israël peut continuer à maintenir ce rythme de guerre. Donc, voilà, c'est ces doubles contraintes stratégiques qui font que, selon moi, il serait absolument fou que les monarchies du Golfe ne considèrent pas l'avenir en coopérant à minima, en tout cas avec l'Iran, et en intégrant l'Iran dans l'équation sécuritaire. L'Iran, l'Irak et le Yémen. Forcément, forcément. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'un pays comme l'Arabie, en associant d'autres pays un peu plus lointains à cette sécurité, à savoir le Pakistan et notamment la Turquie. Alors l'Égypte, c'est plus la carte diplomatique, parce que le rôle de l'armée égyptienne, voilà. Bien que sur la Corne de l'Afrique, l'Égypte est un partenaire important. Parce qu'il y a aussi la géostratégie dans la Corne de l'Afrique, avec le Somaliland, l'Éthiopie, etc., l'Érythrée, où les Israéliens se positionnent dans un axe avec les Émirats arabes unis. Donc il y a aussi ça qui va peser dans l'après-conflit contre l'Iran. On retient de vos analyses que le Golfe n'est plus un bloc monolithique sous protection exclusive. Entre la volonté d'autonomie des uns et la réelle politique des autres, la région redéfinit ses propres règles du jeu. Si la confrontation reste une menace immédiate, la nécessité d'un dialogue transpériphérique n'a jamais semblé aussi urgente pour éviter un embrasement systémique. Merci Fathia Dazi Eni infiniment de nous avoir éclairé sur ces dynamiques. Merci beaucoup. Quant à nous, nous suivrons de près l'évolution de ces alliances qui demain décideront le nouveau visage du Moyen-Orient. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci encore.